Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié aux opérateurs et logiques et ou logiques. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist, je vous mets un lien dans la description. Alors on va commencer par regarder ce qui est commun à ces deux opérateurs. Alors ces deux opérateurs sont des opérateurs logiques. Ça veut dire qu'ils font des opérations sur des booléens. Par contre, les opérandes sont soit de vrais booléens, soit des valeurs qui ont un équivalent booléen. Je veux dire par là que ce sont des valeurs qui, par conversion, ont une valeur booléenne équivalente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, c'est l'opérande qui est retournée, ce n'est pas son équivalent booléen. Alors on va regarder les opérandes les plus courants et leur équivalent booléen. Alors on va commencer par regarder les valeurs qui sont équivalentes à false. Il y a un anglicisme pour désigner cette caractéristique qui est ici. Alors, un number qui vaut 0 est équivalent à false. Une chaîne de caractères vide est équivalent à false. Undefined, nul, not a number, tout ça c'est équivalent à false. Maintenant, on passe aux valeurs qui sont équivalentes à true. Vous avez ici aussi un autre anglicisme, celui-là, là, qui désigne cette caractéristique. Alors vous prenez un number qui est différent de 0, cette fois, qui est soit positif, soit négatif, et il est équivalent à true. Si vous prenez plus infinity ou moins infinity, c'est équivalent à true. Si vous prenez une chaîne de caractères, pour peu qu'elle soit différente de la chaîne vide, elle vaudra true. Si vous déclarez un objet, si vous déclarez une fonction, ce sont des pointeurs, ils seront différents de 0 et ils auront un équivalent à true. Donc ça, ce sont les principaux. Il peut y en avoir d'autres. Alors on va commencer par répondre à cette question. Le et logique séquentiel, comment ça marche? Alors je vais tout d'abord énoncer des règles et ensuite on va les mettre en pratique sur deux exemples. Alors principe pour évaluer un et logique séquentiel. Alors tout d'abord, première règle, les opérandes sont évaluées de gauche à droite. Deuxième règle, si un opérande est évalué à true, vous passez à celui qui est à sa droite. Troisième règle, le et logique retourne le premier opérande qui est évalué à false ou le dernier opérande qui est évalué à true. Alors qu'est-ce que ça donne ici sur ces exemples? Alors je vais commencer par appliquer la première règle, c'est-à-dire que je vais évaluer les opérandes de gauche à droite. Donc je vais commencer par le premier, il vaut true, donc évidemment c'est un équivalent à vrai puisqu'il est true. Donc je passe à la deuxième règle, si un opérande est évalué à true, je passe à celui qui est à sa droite. Donc là c'est le cas, je passe à l'opérande de droite, il vaut moins 1, donc c'est un équivalent à true. Je passe à celui de droite, je trouve infinity, il est équivalent à true. Je passe à celui de droite, je trouve une chaîne vide, ça c'est équivalent à faux. Donc là, troisième règle, je retourne le premier opérande évalué à faux. Donc là, je retourne la chaîne vide. Le 10 ici n'est même pas évalué. Ça c'est important, on verra pourquoi. Alors maintenant, je passe à ma deuxième expression ici. Alors toujours pareil, j'évalue de gauche à droite. Je commence par le premier, il vaut true, donc équivalent à true. Je passe à celui qui est à sa droite. Je tombe sur moins 1, il vaut un équivalent à true. Je passe à celui qui est à droite. Infinity est équivalent à true. Je passe à celui qui est à droite. Et cette fois, j'ai 10 qui est un équivalent à true, mais qui est le dernier à être évalué à true. D'accord? Le dernier opérande à être évalué à true. Donc là, c'est 10 qui est retourné. Donc pour résumer, en fait, je vais résumer la troisième règle. Soit je retourne le premier équivalent à faux, soit je retourne le dernier équivalent à vrai. Et bien sûr, dans les deux cas devant, je n'ai que des équivalents à true, dans un cas comme dans l'autre. Et ça, c'est normal puisqu'on est sur un et logique. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va faire une table de vérité. La table de vérité d'un et logique séquentiel, c'est la même table de vérité qu'un et en logique. D'accord?
On verra plus tard pourquoi j'ai précisé séquentiel. Alors, si on considère que C1, C2 et C3 sont des variables booléennes, pour que le résultat ici de C1 et séquentiel C2 et séquentiel C3 soit à true, il faut que toutes les variables soient à true. C'est cette ligne ici. Ça veut dire qu'il suffit qu'une seule variable soit à false pour que le résultat soit false. La conséquence, c'est que dès que le moteur JavaScript trouve une variable qui est false, eh bien le résultat est attribué immédiatement. Car il n'est pas utile de continuer à évaluer les variables qui restent. Prenons ce cas-là. On trouve false, on attribue false ici. Et on ne va pas évaluer C2 et C3. On prend ce cas ici où C1 est true. On va regarder C2, on trouve C2 à false, on va attribuer le résultat à false. On n'aura pas besoin d'évaluer C3. Donc on voit que les variables sont évaluées en séquence, en partant de la gauche, en allant vers la droite, et qu'on s'arrête dès qu'on peut attribuer le résultat. C'est par rapport à cette manière de fonctionner que l'on parle de et logique en ajoutant le séquentiel derrière. En fait, c'est plutôt en C qu'on utilise cette terminologie, mais je ne vois pas de raison de s'interdire de l'utiliser en JavaScript, c'est pour ça que je vous l'ai proposé. Vous ne la trouverez pas partout, le séquentiel, vous ne le trouverez pas partout. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? On va pouvoir tester si un objet existe avant d'accéder à une de ses propriétés. En fait, il y a une situation qui se présente fréquemment, qui est celle où on récupère un objet dans l'arbre DOM pour accéder à une de ses propriétés. Et le problème vient du fait que pour des raisons diverses, il peut y avoir un échec au moment de la récupération de l'objet dans l'arbre DOM. Alors on va faire un exemple. Alors, on va prendre Sublime, const.lt, getElementById, console log, de text content. Donc ici je suis dans un cas où ce getElementById ici va être un échec, c'est-à-dire qu'il va retourner la valeur nulle. Il va retourner la valeur nulle parce que je lui demande de trouver un élément d'un ID avec un ID qui n'existe pas dans l'arbre DOM. Donc au moment où je vais prendre la propriété textContent ici, de la valeur nulle en fait, je vais déclencher une exception typeError. Ok? Donc, oui, c'est typeError. Donc, si je veux éviter ça, il faut que je mette une protection et je peux le faire en mettant un et logique séquentiel. Ici, je mets ELT. D'accord? Et à ce moment-là, il va voir que ELT vaut nul, donc il va retourner la valeur false et il ne va pas venir évaluer cette valeur-là. Il va s'arrêter au premier false, comme on l'a vu tout à l'heure, et à ce moment-là, je ne vais plus avoir le typeError. D'accord? Je vais retourner la valeur nulle, d'accord, mais je n'ai plus le typeError. C'est l'objectif. Alors notez bien une chose, c'est qu'à partir du moment où la valeur ELT n'est pas nulle, à ce moment-là, ELT.textContent va être retourné systématiquement, quelle que soit sa valeur booléenne. Supposez, dans le premier cas, que textContent soit égal à une chaîne vide. À ce moment-là, ELT.textContent va être retourné en tant que première valeur évaluée à false. Supposez maintenant que ELT.textContent soit égal à une chaîne de caractères. À ce moment-là, elle est évaluée à vrai, et ELT.textContent va être retourné en tant que dernière valeur évaluée à true. Alors si vous lisez du code JavaScript écrit par de vrais programmeurs JavaScript, vous allez rencontrer cette technique à tout bout de champ, hein, et vous avez intérêt à ne pas buter dessus si vous voulez pouvoir lire ce code facilement. Alors maintenant on va passer au ou logique, donc on va commencer par répondre à cette question, le ou logique séquentiel, comment ça marche? Alors on va prendre deux schémas qui sont similaires à ceux qu'on avait fait pour le et. Alors la première règle reste inchangée, les opérandes sont évalués de gauche à droite. La deuxième, si un opérande est évalué à false cette fois, vous passez à celui qui est à sa droite. Le ou logique retourne le premier opérande évalué à true ou le dernier opérande est évalué à false. Donc on passe aux exemples.
Ici, j'ai une chaîne vide, elle est évaluée à false. Je regarde à droite. J'ai not number, il est évalué à false. Je regarde à droite, j'ai nul, il est évalué à false. Je regarde à droite, j'ai 1 et il est évalué à true. C'est la première valeur évaluée à true, c'est celle-ci qui est retournée. La valeur undefined derrière ne sera pas évaluée. Maintenant, on passe au deuxième cas, au deuxième exemple. Chaîne vide évaluée à false, on regarde à droite, not number évalué à false, on regarde à droite, nul évalué à false, on regarde à droite, undefined évalué à false. Cette fois-ci, c'est le dernier évalué à false qui est retourné, et donc c'est undefined qui est retourné. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement du OU, on va passer à une table de vérité. Alors, si on considère que les variables, que C1, C2, C3 sont des variables booléennes, pour que le résultat de C1 ou C2 ou C3 soit false, il faut que toutes les variables soient false. Donc ça veut dire qu'il suffit qu'une des variables soit true pour que le résultat soit true. La conséquence, c'est que dès que le moteur JavaScript trouve une variable true, le résultat est attribué immédiatement. Et il n'est pas utile d'évaluer, de continuer à évaluer les variables qui restent. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir qu'on peut attribuer une valeur par défaut avec un OU séquentiel. Alors supposons que vous essayez d'accéder à la propriété d'un objet pour récupérer sa valeur. L'objet existe, mais la propriété n'existe pas. Vous pouvez avoir besoin d'attribuer une valeur par défaut et vous pouvez le faire avec un OU séquentiel. Alors on va faire un exemple. Alors, constante h par défaut, 35, un objet personne, prénom non. Alors je récupère l'âge, personne âge ou h par défaut, console log. Maintenant objet étudiant, prénom, non. Je mets l'âge cette fois. Bien, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déclaré une constante âge par défaut qui vaut 35. Ensuite, j'ai déclaré un objet personne où figurent deux propriétés, le prénom et le nom. Il ne figure pas l'âge. Ici, j'essaie de récupérer l'âge de l'objet personne. Donc, personne.âge va retourner false. Je vais continuer l'évaluation et je vais trouver âge par défaut. Âge par défaut va être évalué à vrai. Donc, la valeur va être retournée en tant que première valeur évaluée à vrai. Et âge va valoir 35. Maintenant, je déclare un objet étudiant. Et le prénom, donc, c'est Pierre. Je vais mettre une petite majuscule. Et cette fois-ci, il y a trois propriétés. Le prénom, le nom et l'âge. Je vais faire la même chose. Je vais essayer de récupérer... Alors là, par contre, j'ai fait une erreur. C'est étudiant. Je vais essayer de récupérer l'âge de l'étudiant. Donc la propriété existe. Donc dans ce cas-là, c'est la première valeur à vrai qui va être retournée. Et je vais récupérer donc le 25. Alors maintenant, je vais exécuter ça. Open browser. Il y a une erreur. Âge already been declared. OK. Donc c'est ici, évidemment, j'ai déclaré deux fois la variable âge. C'est copier-coller, c'est une catastrophe. Donc j'enlève le let et open in browser. Donc vous voyez que la première fois, j'ai récupéré l'âge par défaut, soit 35. D'accord, j'ai récupéré cette valeur qui était ici. Et la deuxième, j'ai récupéré l'âge qui est dans l'objet. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose dans ce tuto ou si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.